Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule pour vous, que vous soyez ici en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube, voire même en podcast, puisqu'on est absolument partout. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet que personnellement, je méconnaissais et je suis très heureux de pouvoir en parler. Vous le savez, la colonisation et la décolonisation, c'est des questions qui, moi, m'habitent et qu'on a à présent assez peu abordées pourtant sur Nota Bene. Je peux d'ores et déjà vous annoncer d'ailleurs qu'on a une série de 3 épisodes sur l'Algérie qui va arriver dans les prochains mois sur YouTube. Et d'ailleurs, on a déjà fait par le passé une série aussi sur l'Indochine, si ça vous intéresse. Mais en attendant, eh bien, je vous propose pour aujourd'hui de nous concentrer sur le cas de la Guinée, qui a pris un chemin assez différent des anciennes colonies françaises en 1958. J'en dis pas plus parce que vous l'avez compris, on va en parler dans cet entretien. Et en parallèle, on va découvrir l'histoire de 2 personnes qui ont joué un rôle clé dans le régime guinéen, 2 défenseurs des droits des Africains américains qui se sont rencontrés aux États-Unis. J'ai nommé Myriam Makeba et Stokely Carmichael. Et pour nous parler de tout ça, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Elara Berthaud. Elara qui est agrégée de lettres modernes, docteur en littérature, chargée de recherche dans le laboratoire LAM, les Afriques dans le monde, qui est une unité mixte de recherche du CNRS, de Sciences Po Bordeaux et de l'unité Bordeaux-Montaigne. Elle est spécialiste de littérature africaine francophone, des questions post-coloniales, de la relation entre la littérature et la politique, et ça particulièrement en Afrique de l'Ouest. Elle a écrit de nombreux ouvrages et articles sur le sujet, comme un livre dédié à Léopold Sédar Senghor en 2023, ou encore un couple panafricain, Myriam Makeba et Stokely Carmichael en Guinée, qui sort aujourd'hui même. En tout cas, j'en profite au passage pour remercier, et c'est le moment Nota Bene, la marque Elgato, une marque de matériel informatique bien connue, puisque on a noué cette année un partenariat grâce auquel tous les intervenants des entretiens reçoivent un micro pour garantir une qualité sonore maximale. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à leur catalogue via le lien dans le chat. D'ailleurs, vous avez 5% de réduction grâce au code ZZ-NB. Voilà, maintenant, place à l'entretien. Ma chère Elara, bonjour, comment ça va ? Bonjour, merci pour l'invitation, je suis ravie. Eh ben, moi aussi, voilà, ravi de parcourir ces terres inexplorées pour moi, parce que vraiment, je connais pas vraiment le sujet de la Guinée. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Oui, c'est vrai, il manque énormément de livres sur la Guinée. C'est aussi ce qui fait que c'est très enthousiasmant. Alors, j'ai détaillé un petit peu ton CV dans cette introduction. Comment t'en es arrivé là, toi ? Est-ce que c'est depuis tout jeune, tu es sensibilisé à ces thématiques, ou c'est un moment où t'as pris un virage ? Pas du tout. C'est une prof à l'école normale qui faisait des cours de littérature africaine et qui nous forçait à aller dans les archives, et j'ai adoré ça. Et ensuite, j'ai fait une thèse sur les résistants africains à la colonisation et comment ils sont devenus des héros nationaux. Et j'ai commencé au Niger, et puis très vite, je suis arrivée en Guinée. Il y avait un résistant à la colonisation particulièrement célèbre qui s'appelle Samori Touré. Et là, à partir de là, j'ai commencé à regarder comment c'est devenu le héros national à partir des indépendances et à explorer un peu les archives du régime socialiste de l'époque. Et là, j'ai commencé à trouver que c'était sacrément passionnant. Et donc, j'ai commencé à travailler dans pas mal d'archives institutionnelles, mais aussi et surtout beaucoup d'archives privées. Donc, voilà, ce petit livre-là qui sort aujourd'hui fait partie d'une plus grosse enquête que je mène depuis plusieurs années, les 7 années qui me séparent de ma thèse, qui est une enquête autour des artistes et du régime de Sékou Touré. Donc comment de 1958 à 1984, des dizaines de personnes se mettent à écrire des textes pour Sékou Touré, pour louer le régime socialiste, faire advenir le panafricanisme, dénoncer l'anticolonialisme, et puis plein d'anonymes qui font des pièces de théâtre chaque année, qui sont des pièces pas signées, dont elles sont pas publiées, mais les gens s'en souviennent, et on peut en retrouver quelques traces. Et puis, c'était des énormes succès, en fait. Il y avait des centaines de personnes qui se ruaient dans les stades pour écouter ces pièces de théâtre. Et puis, très vite aussi, énormément de répression politique. Et donc, les gens chez eux écrivaient pas la même chose que ce qu'ils disaient dans la rue. Donc, je voulais raconter l'endroit et l'envers du décor. Donc, voilà. Et au milieu de ça, je suis tombée sur les archives de Carmichael en Guinée, ce militant des droits civiques états-unien, qui en fait passe 40 ans de sa vie en Guinée, donc
vraiment la moitié de sa vie. Et là, je me suis dit que ça méritait autre chose et un petit livre. Donc, c'est pour ça que je me suis mis à raconter cette histoire. Ouais, on va faire un focus sur ces deux personnages. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est déroulé ton boulot de recherche sur les sources? Comment t'as fait? Est-ce que t'as été aussi sur le terrain? Et si oui, du coup, comment ça s'est passé sur le terrain? Oui, bien sûr. Ça fait depuis ma thèse, donc depuis 2013 que je vais en Guinée chaque année. Et donc, effectivement, on vous ouvre pas du jour au lendemain les portes, encore moins les armoires, ni les malles, pour vous raconter comme ça du jour au lendemain ce que faisaient les papas-mamans. Donc, c'est des enquêtes qui prennent du temps parce qu'il faut revenir longtemps pour pouvoir discuter avec les familles, parce qu'il y a énormément de peur quand on travaille dans les archives privées, une grande peur de la dépossession, de qu'est-ce que je vais faire de ces archives, avec une crainte de la monétisation aussi, bien sûr, des papiers. Et j'ai commencé à travailler avec plusieurs familles, la famille Camara notamment, la famille de Djibril Tsemsirnian, qui est un historien guinéen, celui qui a écrit Sundiata, l'empereur Mandingue en 1960. Lui, il se trouve qu'il a 300 cartons chez lui. C'est incroyable. Il a vraiment tout un pan de sa maison qui est rempli de papiers. On pourra y revenir, des papiers à lui, puis des romans que les gens lui ont confiés pour qu'il les publie. Et au milieu de tous ces intellectuels guinéens que je fréquentais, moi, j'avais pas connaissance de cette famille Carmichael. Et c'est un ami d'amis qui savait que je travaillais avec des intellectuels guinéens qui m'a présenté au fils de Carmichael, qui s'appelle Bokar Biro Touré, qui fait un travail magnifique de valorisation des papiers de son papa. Il engage en ce moment avec la fac américaine UCLA un gros programme de numérisation de ses archives, donc ça c'est en cours. Et au milieu de ce programme-là, il m'a laissé accéder dans sa maison à Conakry à tous ces papiers qui sont pas classés. Donc c'est dans un désordre certain. Et en même temps, c'est des papiers fascinants parce qu'ils racontent au quotidien la vie de Carmichael. On va y revenir un peu dans le détail. Donc oui, il y a un important travail d'archives privées. Moi, je suis convaincue que on racontera ces années post-indépendance tumultueuses, violentes par les archives privées, au plus près des émotions des acteurs dans les archives privées, des archives institutionnelles évidemment, des archives de presse évidemment, et puis plusieurs corpus d'archives privées aussi à Dakar et à Paris. On dit souvent qu'il n'y a pas d'archives en Guinée. C'est vrai que on fait l'histoire de la Guinée sans l'histoire du Parti démocratique de Guinée. Les archives ont disparu. En revanche, c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'archives en Guinée. Les archives institutionnelles, elles sont parcellaires. Il y en a qui manquent. Au fil des coups d'État, il y a eu des autodafés d'archives, comme souvent. Néanmoins, les particuliers, ils ont énormément de papiers chez eux. Et ce sont des archives qui sont incompatibles entre elles. C'est-à-dire que, bien sûr que des archives de familles qui ont subi la répression politique sont absolument incompatibles avec les archives de Carmichael. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est comment ces vies-là peuvent se croiser, se répondre, entrer en dialogue. Donc voilà, donc j'ai beaucoup travaillé avec Bokar Biro Touré, le fils de Carmichael. On a échangé pas mal sur WhatsApp aussi. On est en discussion. Il a lu l'ouvrage. On n'est pas d'accord sur tout, mais on est d'accord sur le principal. Et il a monté une exposition en 2018 à Conakry. Et il espère que ces mémoires-là soient ravivées. Je te propose qu'on parle de nos deux protagonistes, à commencer peut-être par Myriam Makeba, parce que c'est celle qui a fait le plus réagir sur les réseaux sociaux quand j'ai annoncé le sujet, puisque quand je disais Myriam Makeba, les gens disaient mais Makeba comme la chanson, et Makeba, je la chante, et oui, en fait, c'est elle. Alors, c'est qui Myriam Makeba? Alors Makeba, mes neveux la connaissent par la chanson de Jane, et les plus vieux encore la connaissent par Pata Pata, qui est cette chanson bien connue, mais qu'en fait elle détestait. C'est la chanson qui est la moins politique de toute sa carrière, et c'est sans doute la chanson qu'elle a le plus détesté chanter, et qui est restée un peu le hit attaché à son nom. Donc l'idée, c'est de repartir de cette grande figure et de dire que c'est bien plus que cette chanson-là, qu'elle a une carrière politique incroyable, une carrière artistique extrêmement riche, variée. Elle naît en 1932 à Johannesburg, en Afrique du Sud, de l'apartheid, avec une ségrégation raciste ultra violente. Et elle naît dans une zone qui est décrétée zone pour blancs,
très peu de temps après sa naissance. Donc en fait, elle est expulsée et donc elle vit dans la chair, la colonialité de l'État d'Afrique du Sud très très tôt, même si elle est trop jeune pour s'en souvenir. Elle commence à chanter en fait très très vite. Très vite dans plusieurs langues, qui fait un peu sa particularité, hein, c'est sa patte, cette immense plasticité linguistique. Elle pouvait chanter dans toutes les langues. Phonétiquement, elle faisait un travail phonétique incroyable, mais elle est déjà plurilingue dès l'enfance. Elle chante en zoulou et en soto, en xhosa aussi, et elle chante en anglais. Donc ça, c'est le tout début de sa carrière dans les bars. Et en fait, elle est remarquée par un film, un Comeback Africa, qui va la lancer en 1959. Elle va le présenter à Venise. Et là, elle va être repérée par une personne incroyable qui s'appelle Harry Belafonte, qui est le chanteur américain de l'époque, qui va en faire une artiste internationale. Donc, il la prend sous son aile. Et à partir de ce moment-là, elle reviendra plus en Afrique du Sud. Elle va prendre position, notamment dans des discours à l'ONU, contre l'apartheid. Et à ce moment-là, elle n'a plus le droit de revenir chez elle. Elle dira bien la douleur que c'est de ne pas pouvoir revoir sa mère, de ne pas pouvoir revoir sa famille, ses tantes, etc. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui va lui interdire de revenir ? Ouais. À partir du moment où elle fait la promotion à Venise du film Comeback Africa, puis qu'elle est appelée et happée par Harry Belafonte, elle est persona non grata en Afrique du Sud. Elle n'y reviendra qu'en 90 à l'appel de Mandela. Et elle va faire au moment de l'indépendance, au moment de l'élection de Mandela en 90, elle va faire un immense concert de joie, de réconciliation nationale en Afrique du Sud, qui est très très connu. On doit pouvoir en revoir des extraits sur YouTube. Mais non, elle y retourne pas entre-temps. Et alors, au moment où elle est devenue persona non grata en Afrique du Sud, elle était déjà connue là-bas ou pas ? Oui, si, tout à fait. C'est une chanteuse de cabaret qui est tout à fait connue. Elle chante avec des chanteuses qui sont plus célèbres qu'elle à l'époque. Par exemple, Dorothy Masuka. Elle chante dans un club, dans une revue qui s'appelle African Jazz. Elle fait une très très belle carrière de chanteuse de cabaret en Afrique du Sud. Mais c'est vraiment sa rencontre avec Harry Belafonte qui va la faire exploser au niveau international. Et ensemble, ils vont avoir une tournée américaine immense. Elle l'appelle affectueusement grand frère, Big Brother, et ils vont chanter ensemble énormément de titres, et elle obtient un Grammy Award en 1966, et à partir de là, c'est une star mondiale. Elle fait la couverture de Time, c'est la femme africaine la plus célèbre du monde. Donc, et c'est le début aussi de la world music. Donc elle est comme ça, elle devient une icône absolument incroyable dans les années 60. Et donc elle pendant tout ce temps-là, après, elle vit aux États-Unis. Elle vit aux États-Unis jusqu'en 1968. Elle fait des tournées et en même temps, elle est capable, avec une simplicité rhétorique désarmante, de dire face caméra aux États-Unis que la ségrégation raciale et sociale aux États-Unis est tout à fait comparable à la politique d'apartheid qu'elle vit dans son pays d'origine en Afrique du Sud. Et ça, c'est un retentissement incroyable. Et c'est la ruse rhétorique de Miriam Makeba qu'elle va, je suis pas sûre qu'elle en soit consciente d'ailleurs, qu'elle va aussi performer dans ses discours à l'ONU, c'est de tenir des propos radicalement humanistes avec une rhétorique extrêmement simple, de tous les hommes ont les mêmes droits et devoirs, qui sont un cheval de Troie en fait, pour tenir une argumentation anti-apartheid et anti-ségrégation. Et ça a un retentissement aux États-Unis incroyable. Elle a pas sa langue dans sa poche, quoi. Mais tout cela avec un art de l'ellipse et de la concision incroyable. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à une autre personne aussi, Stokely Carmichael. C'est qui lui, pour le coup ? Alors lui, il est un peu plus jeune. Il naît en 1941 à Port of Spain, à Trinidad. On retient souvent de lui que c'est un États-Unien. En fait, c'est pas vrai. Il naît dans une colonie britannique. Donc, il a une première expérience de la colonialité britannique. Et à l'âge de 11 ans, il arrive avec ses parents à Harlem.
à New York. Ensuite, il intègre la fac américaine de Howard, qui est la fac historique pour les Africains-Américains, qui est spécialisée dans l'histoire des Africains-Américains, l'histoire de l'Afrique également. Et là, sa chambre à la fac devient un lieu de rassemblement incroyable de tous les jeunes militants. Et il se définit lui-même comme organizer. Lui, ce qu'il sait faire, c'est un immense syndicaliste. Il sait organiser des revendications. Il fait circuler dans sa chambre des grands textes théoriques. Il dénonce, il se veut révolutionnaire. Et dès 1961, il intègre le SNCC, le Student Non-Violent Coordinating Committee. Et donc, c'est des étudiants non violents, des marches des droits civiques. Et il va côtoyer dans ces grandes marches Martin Luther King. Il se forme en fait auprès de lui dans ces grandes marches. Et il faut dire qu'à ce moment-là, jusqu'en 1964, on était encore sous le régime des lois Jim Crow, donc des lois de ségrégation. Les Noirs et les Blancs n'avaient pas le droit de s'asseoir ensemble dans des bus, dans des restaurants, n'avaient pas le droit aux mêmes études, aux mêmes métiers, n'avaient pas le droit de se marier, de cohabiter. C'est l'Amérique réellement ségrégationniste dans ce qu'elle a de plus raciste. Et à partir de 1966, il popularise un terme qui c'est le Black Power. C'est pas lui qui l'invente réellement, mais c'est lui qui le popularise parce que il a une aura exceptionnel. Dans les marches, c'est lui qui prend la parole, c'est lui qu'on écoute. Il a un talent d'orateur, un charisme fou et un charme aussi incroyable. Dans ses archives, on trouve pas mal de lettres d'amour. Et il devient une des personnes les plus influentes du moment. C'est pour ça que en 1966, quand se fonde le mouvement du Black Panther Party, qui est fondé par Wayne Newton et Bobby Seale, très naturellement, il demande à la personne la plus influente du moment, à savoir Carmichael, de devenir leur premier ministre honoraire, tout simplement parce que ça leur fait de la pub. Ça leur permet d'avoir, de gagner en prestige dans un moment où, par ailleurs, il y a d'autres mouvements des droits civiques qui se forment. Donc, le Black Panther Party, c'est le plus connu aujourd'hui parce que ils ont eu une identité graphique, ils ont eu un impact dans la pop culture, ils ont eu un très très grand rôle social aussi. Ils distribuent de la nourriture, c'est ça leur boulot au quotidien. Alors qu'en réalité, quand ils se fondent en 66, c'est une organisation parmi d'autres, et celui qui est connu à ce moment-là, c'est Carmichael. Et alors, tu peux nous rappeler un petit peu justement sur le Black Panther Party, peut-être les grandes actions qu'ils ont pu mener ou Oui, alors le Black Panther Party, c'est deux personnes qui le fondent, Wayne Newton et Bobby Seale, et eux, ils visent à une action plus directe. Ils font aussi, donc ils organisent des marches, mais leur quotidien, c'est et ça on l'oublie un petit peu parce que on a un peu l'iconographie en tête, et puis les blousons noirs, les bérets noirs, mais ils avaient aussi une grande action sociale dans les quartiers, de distribution gratuite de nourriture, d'aide aux devoirs, de structuration de self-défense contre les violences policières. Et eux, ce qu'ils appellent, c'est une réelle égalité des droits. C'est-à-dire que oui, il y a la fin des lois Jim Crow en 64, néanmoins, c'est pas la fin de la ségrégation dans les faits. Donc, ce qu'ils appellent, dans une Amérique structurellement raciste, ils appellent à la fin d'une ségrégation de fait. Et pour cela, il y a une auto-organisation, notamment des partis d'autodéfense contre les violences policières. Ouais, c'est intéressant ce que tu nous dis sur ce rôle social parce que c'est vrai que, en tout cas moi qui ai été biberonné au cinéma américain des années 90, dès qu'on évoque le nom de Black Panther, c'est souvent représenté à l'écran par des gars un peu bourrins dont le premier réflexe c'est d'aller choper des guns, quoi. Oui, c'est ça. Alors effectivement, c'est une partie de leur iconographie et c'est aussi une partie. C'est comme ça qu'ils sont représentés aussi par ailleurs. Alors que dans les faits, les militants de base, ils distribuaient la nourriture aux plus pauvres. C'était ça le gros de leur action politique, quoi. Un rôle social immense pour pallier l'extrême pauvreté en fait des quartiers noirs dans ces années-là.
Alors, il se retrouve du coup catapulté ministre honoraire des Black Panthers. Ça consiste à quoi ce poste? C'est essentiellement honorifique. Non, alors effectivement, il accompagne le mouvement. C'est marrant parce que aujourd'hui, ça a été inversé, c'est-à-dire que on pense à Carmichael comme ancienne Black Panther, parce que les Black Panthers ont eu tellement d'aura que les rôles se sont inversés. Lui, il continue son rôle d'activiste. Il continue les grandes marches, la grande marche les grandes marches pour les droits civiques, et il va être un peu comme un idéologue en réalité. Il va écrire énormément et ça sera repris et diffusé par le Black Panther Party. C'est dans ce sens-là que ça marche. En 67, par exemple, donc tout juste après la fondation de ce parti des Black Panthers, qui est donc d'inspiration marxiste, léniniste, lui, il va écrire des textes qui vont ensuite être lus dans les comités de base des différents mouvements du Black Panther Party. Et donc dans ce livre, j'en profite pour dire d'ailleurs, les textes de Carmichael sont hyper dur à trouver en français. Il y a une traduction chez Payot qui a été faite il y a longtemps et qui se trouve dans des sites bien connus de seconde main à quelque chose comme 200 € l'ouvrage. En revanche, on peut continuer à les acheter en anglais. Et donc, notamment, il écrit un bouquin avec Charles Hamilton qui s'appelle Black Power, The Politics of Liberation in America. Et là, il théorise quelque chose qui va avoir une importance énorme dans tous les mouvements de droits civiques et aussi dans tous les mouvements militants en règle générale de par le monde, c'est l'idée de racisme institutionnel. C'est-à-dire que les habitants ont beau avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs, les institutions étatiques sont structurées par un racisme qu'il soit conscient ou inconscient. C'est ce qu'on appelle aussi le racisme systémique. Ouais. Et donc il écrit par exemple les Noirs sont officiellement des citoyens des États-Unis et ont pour l'essentiel les mêmes droits que les autres citoyens. Pourtant, ils ont un statut de sujets coloniaux dans leur relation avec la société blanche. Le racisme institutionnel a donc un autre nom, le colonialisme. Donc non seulement ça fonde, si tu veux, la notion de racisme institutionnel, et aujourd'hui les mouvements antiracistes en France, ils reprennent ce terme de manière presque naturelle. En fait, on a carrément incorporé l'outil conceptuel, et en même temps, il théorise l'idée que les Noirs aux États-Unis, dit-il, vivent dans une situation de sujétion coloniale. Et lui, il est bien placé pour le savoir parce qu'il vient d'une ancienne colonie. Et donc, il fait le parallèle entre Trinidad et les États-Unis. Et il dit oui, certes, ce sont pas des sujets coloniaux en réalité, mais dans les faits, ça revient au même. Les Noirs, dit-il, dans un autre moment de ce texte, sont payés pour cultiver le coton 3 $ la journée, et puis après, le soir, ils vont s'acheter des robes transformées ou des chemises transformées en coton à un prix exorbitant. Ils sont ensuite parqués dans des ghettos où la police n'applique pas les mêmes règles que dans les quartiers blancs. Si par chance, ils arrivent à une petite bourgeoisie et arrivent à s'acheter une petite maison dans un lotissement de blancs, la nuit, ils vont se faire caillasser leurs fenêtres et la police ne va pas venir. Dans les faits, ils peuvent pas aller dans les meilleures écoles, ils n'ont pas les mêmes chances de réussite, ils n'ont pas du tout les mêmes chances de se promener librement dans la rue sans se faire arrêter par la police, et la police n'a pas le même comportement entre les Noirs et les Blancs. Et donc il dit on peut discuter pendant des heures, c'est la même relation objective coloniale qui demeure. Les Noirs des États-Unis sont dans une relation coloniale avec le reste de la société, une relation caractérisée par le racisme institutionnel. Et donc, moi, je trouve ça intéressant aujourd'hui où on parle beaucoup de décolonial en se référant à des textes d'Amérique du Sud, tu vois, Walter Mignolo ou Arturo Escobar, qui sont des gens qui ont pensé la colonialité. Et moi, il me semble que 15 ans, 20 ans avant, des gens comme Carmichael qui ont une expérience de la colonialité d'abord à Trinidad, puis à Harlem, racontent quelque chose de la colonialité des sociétés comme les États-Unis. Et ensuite, il va aller dans un troisième état post-colonial de l'ancien empire français, à savoir la Guinée. Et c'est quand même une trajectoire incroyable, transimpériale, tu vois, de pouvoir avoir été dans une ancienne colonie britannique, dans les États-Unis qu'il voit
comme colonie, puis dans une post-colonie française. Et ça lui permet de théoriser très finement la violence de la notion de colonialité qui n'existe pas encore. C'est les Sud-Américains qui vont le théoriser plus tard, mais que lui perçoit vraiment dans les faits très 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 finement. Et j'aime beaucoup ces textes. Alors on voit donc cette figure très engagée de Carmichael. On a aussi Myriam Makeba. Comment est-ce que les deux se percutent, se rencontrent? Alors, ils se rencontrent une première fois chez Harry Belafonte parce que c'est vraiment un homme clé. On retient le chanteur et effectivement, c'est un immense chanteur. Mais par ailleurs, son salon servait de lieu de rencontre entre les artistes et les mouvements engagés de l'époque, notamment pour les droits civiques. Donc ils se rencontrent une première fois, mais c'est pas là vraiment qu'ils vont tomber amoureux. Ils vont se tomber amoureux en Guinée, figure-toi. Elle est invitée pour chanter. Elle sait pas encore qu'elle va y rester. Et lui, il y est pour un congrès à l'invitation de Sékou Touré. Et donc il se retrouve dans un des grands hôtels. Elle est quand même bien plus connue que lui, hein. Et donc c'est lui qui se présente dans le plus grand hôtel de Conakry, à l'hôtel Gbessia. Et elle le laisse parler, puis alors il fait son numéro, il fait son show. Et donc elle raconte dans son autobiographie, il arrêtait pas de me parler, et donc elle l'écoute. Et elle dit quelque chose qui ressemble bien à sa manière de présenter les choses. Il est en lutte pour les droits civiques et de ce qu'il appelle le pouvoir noir. Stokely est considéré comme très radical, comme un genre de menace aux États-Unis lorsqu'il parle du pouvoir noir. Mais je vois pas le problème. Pourquoi le pouvoir ne devrait-il pas être noir? Donc quelque part, elle rend tout à fait légitime l'idée de Black Power à un moment où lui, il est totalement pourchassé par la CIA et le FBI. Tu sais qu'à ce moment-là, il y a une grande opération de contre-espionnage qui s'appelle le COINTELPRO, l'opération COINTELPRO, qui va viser les militants des droits civiques. Non seulement le Black Panther Party, avec des lettres de dénonciation, avec des opérations de déstabilisation, avec des essais de que les Black Panthers se tuent entre elles, hein, avec c'est vraiment ultra violent, et c'est assez connu. Je sais pas si vous avez vu ce film, les auditeurs, il y a un film autour de la vie de Jane Seberg où on voit le FBI en train de l'appeler et de progressivement la pousser vers la folie, quoi. Et donc elle est visée. C'est là ce qui est raconté là dans ces scènes, c'est le cœur de l'opération COINTELPRO, déstabiliser jusqu'à la folie, voire jusqu'à la mort, hein, pour certains d'entre eux, tous les militants des droits civiques américains, parce qu'ils seraient une menace pour l'ordre américain. Carmichael, il a quand même été tabassé 17 fois par la police et arrêté 17 fois par la police américaine. Donc il voit très bien ce que c'est la colonialité dans sa chair, quoi. Et elle, Makeba, à ce moment-là, elle légitime et naturalise tout à fait le terme de pouvoir noir en disant qu'il n'y a vraiment aucun problème. Et il y a une personne qui va incarner cet accueil, là, c'est Sékou Touré, à ce moment-là, qui est leur hôte temporaire et qui va leur proposer de rester. Et donc, ils vont décider de rester là-bas pour fuir justement la CIA et le FBI. Ça se décide comment? Parce que j'imagine quand même que Carmichael, il doit avoir un attachement à ces luttes sur le territoire américain. Les États-Unis décident un peu pour eux, en réalité. À partir du moment où ils officialisent leur mariage, en mai 1968, ils deviennent une cible privilégiée de l'opération COINTELPRO, et une partie des tournées de Myriam Makeba sont annulées. Elle se brouille avec Harry Belafonte, et en sous-main, l'un des meilleurs amis de Belafonte, c'est Sékou Touré. Donc en sous-main, tout en se brouillant avec Makeba, il lui permet d'obtenir un asile. Et là, Sékou Touré obtient 2 hôtes de marque, et en 1968, il décide de se rendre à Conakry pour servir le régime indépendant de Sékou Touré, donc l'une par la chanson et l'autre par ses discours. Est-ce que tu peux nous situer un petit peu où est la Guinée et Conakry, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas en fait.
Oui, tout à fait. Alors Conakry, c'est la scène, c'est le personnage principal du livre. Alors oui, bien sûr, c'est l'histoire de ce couple iconique, voilà. Mais ce petit livre, ça se passe, la scène de ce livre est à Conakry et c'est vraiment Conakry le personnage principal en réalité de ce livre. Donc c'est un pays d'Afrique de l'Ouest qui a appartenu à l'Afrique occidentale française, l'AOF, et qui fait un choix tout à fait particulier au moment où De Gaulle est rappelé un peu en catastrophe au pouvoir suite aux événements, qui est un euphémisme d'Algérie. Il y a un grand référendum qui est organisé par De Gaulle pour réformer le statut des colonies et donc des territoires de l'AOF. Et il y a une pression internationale pour que les territoires s'autodéterminent et puissent choisir d'adhérer librement à la nouvelle communauté française que propose De Gaulle. Tout est dans le librement, bien sûr. Donc les colonies vont voter. On sait maintenant, par exemple, que le Niger voulait voter non et qu'il y a eu des pressions de la France pour que ce soit le oui, finalement, qui l'emporte. Et donc De Gaulle fait comme ça la tournée des territoires. Il est acclamé partout, sauf en Guinée. En Guinée, c'est un jeune leader syndicaliste qui s'appelle Sékou Touré qui le reçoit. Les rues sont pavoisées d'éléphants. C'est le symbole du Parti démocratique de Guinée, le parti de Sékou Touré. Et lui, au milieu du stade, il dit « Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage ». Et c'est un camouflet total pour De Gaulle qui part furieux de Conakry. Et c'est le non, le 28 septembre 1958, qui est voté massivement en Guinée. Et ça, c'est un espoir incroyable dans toute la OF et aussi dans le monde entier. C'est-à-dire cet homme qui a osé s'opposer à De Gaulle va faire fantasmer les jeunesses anticoloniales. Et là, les Français partent en catastrophe, tous les fonctionnaires quittent le pays et Sékou Touré appelle solennellement les artistes, les écrivains, les intellectuels du monde entier à venir bâtir cette nouvelle nation anticoloniale. Et là, on voit des gens comme l'historien marxiste Jean Suré-Canal qui démissionnent de leur poste en France et qui viennent devenir profs d'histoire à Conakry. On a le cinéaste sénégalais Sam Ben Ousmane qui va passer un peu de temps dans la Guinée de Sékou Touré. Ils deviendront très 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 amis toute leur vie. Des gens comme l'écrivaine Maryse Condé. Elle va passer quelque temps parce qu'elle va tomber amoureuse. Elle dit que c'est parce qu'elle tombe amoureuse, mais en fait, elle vient aussi répondre à cet appel-là en Guinée et elle va devenir professeure, institutrice et ensuite professeure en Guinée. Donc c'est comme ça cette immense effervescence qui est absolument fantastique en 58. Sékou Touré va mener une politique ambitieuse de décolonisation des manuels d'histoire. C'est un peu le premier manuel décolonisé, on pourrait dire, qui va faire que Djibril Tamsir-Niane et Jean Suré-Canal vont produire en 1960 chez Présence africaine un manuel scolaire qui va raconter autre chose que les sources coloniales françaises, qui va raconter la résistance à la colonisation, par exemple, qui va raconter la résistance de Samori Touré, qui va dénoncer le colonialisme et qui va être en fait un modèle pour les nations nouvellement indépendantes en 1960. Sékou Touré va aussi avoir une politique culturelle extrêmement ambitieuse. Il y aura des concours de théâtre dans toute la Guinée. Chaque année, chaque région va produire des pièces de théâtre. Et là, c'est pas le français qui va être utilisé, c'est le maninka, le soussou, le poulard. Et donc les gens comprennent d'un seul coup ce qui se passe sur scène et c'est des succès incroyables. C'est des pièces qui ont pour thème la résistance à la colonisation, la dénonciation du colonialisme, l'avènement d'une révolution utopique socialiste globale, la dénonciation par exemple des événements de Soweto. Donc il y a comme ça des branchements internationaux et l'idée d'une culture socialiste globale fondée depuis Conakry qui se fait. Et là il y a quelqu'un qui est très impressionné par ça, qui s'appelle Frantz Fanon, et qui trouve que cette idée de désaliénation linguistique et de désaliénation culturelle, c'est quand même diablement intéressant. Et Frantz Fanon, ça va être le premier admirateur de Fodéba Keïta, qui est l'homme de la culture chez Sékou Touré, et qui va, dans ses textes, promouvoir
une désaliénation culturelle qui passe par la langue, qui passe par la culture, qui passe par les imaginaires et qui passe par une opposition frontale au colonialisme. Et dans ces textes, il est très très marqué par l'expérience guinéenne. Donc ce que je veux raconter dans cet ouvrage à Conakry, c'est à la fois cette effervescence culturelle, c'est ces immenses espoirs anti-coloniaux, anticapitalistes, et assez rapidement les débuts de la répression politique. Parce que 3 années après 58, en 1961, c'est le premier complot, le complot dit des enseignants, il y en aura plein ensuite. Et là, les enseignants, dont Djibril Tamsir-Niane, l'historien dont j'ai déjà parlé, va être enfermé. Et ensuite, il y aura des successions de purges politiques qui vont se succéder. Donc, dans ces années 1960, ce que je veux raconter, c'est à la fois les enthousiasmes révolutionnaires et à la fois la grande répression politique. Il y a une répression politique en interne qui est terrible dans le camp de concentration qui s'appelle le camp Boiro et dans plein d'autres camps en Guinée. Qui est opéré, par Sékou Touré ? Oui, il met en place une politique culturelle de l'authenticité, qui est cette politique d'écrire dans toutes les langues de Guinée, de performer dans toutes les langues de Guinée, d'être fier d'une identité guinéenne. Mais en même temps, vous pouvez très bien être inauthentique. Et là, vous devenez un peu plus dangereux. Donc c'est la phase sombre de la politique de l'authenticité. Vous êtes capitaliste, vous êtes pro-français, vous êtes pour un commerce libéral débridé. Et donc là, d'un seul coup, vous commencez à devenir un peu dangereux. Mais il y a des complots qui sont bien plus terribles. En 1976, par exemple, il y a le complot Peul, qui vise une ethnie en particulier en Guinée, et donc la région du Fouta-Djallon, qui va avoir des conséquences terribles en Guinée. Donc il y a toute cette violence politique en interne, dans le même temps que la Guinée rayonne à l'international sur le plan culturel, et dans le même temps que la Guinée accueille tous les mouvements anticoloniaux de l'époque. Elle accueille Amilcar Cabral, qui est le grand leader de la révolution en Guinée-Bissau et au Cap-Vert. Les camps d'entraînement de lutte contre le Portugal sont à Conakry. Elle accueille les grands leaders de la révolution de Mozambique et de l'Angola. Elle accueille les gens qui sont en lutte contre Ian Smith du Zimbabwe, donc les gens qui sont derrière Mugabe, par exemple. Et ils vont trouver de l'aide logistique en Guinée. Donc il y a un accueil comme ça incroyable de Sékou Touré, de tous les mouvements anticoloniaux et panafricains, et en même temps une répression interne très importante. Et à partir de 1966, il y a quelqu'un qui va avoir une importance capitale pour Carmichael, qui est destitué au Ghana, c'est Kwame Nkrumah, qui est destitué par un coup d'État, et il va trouver également refuge à Conakry. Alors juste, tu as lâché un mot, tu as dit panafricain. Ça veut dire, c'est quoi le panafricanisme ? Alors, c'est une vieille idée qui vient du 19e siècle et qui a plusieurs types de ramifications. Pour ce qui nous concerne, c'est une idée qui en termes politiques qui a été portée par Kwame Nkrumah et par Sékou Touré pour fonder une Union africaine extrêmement forte politiquement, et c'est 2 leaders qui ont été très engagés dans l'avènement de ce qu'ils auraient voulu être des États-Unis d'Afrique, qui bien sûr n'ont pas eu lieu. Mais ils ont porté un espoir politique sur la scène de ce qui était à l'époque l'Union africaine, l'Organisation de l'Unité africaine, pour que le continent puisse parler d'une seule voix contre les anciennes puissances impériales. Ça s'est pas fait en ces termes et l'Union africaine n'a pas pu se réaliser comme il le souhaitait. Il y avait par exemple dans la constitution de ces 2 États, le Ghana et la Guinée, qui ont eu il y a eu une éphémère union Ghana-Guinée, mais qui n'a pas vraiment eu de réalisation dans les faits. Mais dans leurs constitutions respectives, il y avait cette idée que ils pouvaient se fédérer, devenir un État fédéral avec n'importe quel État africain qui en faisait la demande. Donc il y avait cette idée législative inscrite dans la Constitution que il y avait une constitution panafricaine possible. Donc ça va pas avoir lieu. Et en 66, lorsqu'il est destitué, Kwame Nkrumah trouve donc refuge chez son ancien ami Sékou Touré. Et là, il va fonder un parti panafricain qui n'est pas un parti étatique, qui est un parti en dehors des États, qui espère l'avènement
futur d'une unité africaine. C'est le All African People Revolutionary Party, le AAPRP. Et quand il va décéder, Kwame Nkrumah, qui va reprendre ce parti? C'est Karl Michael. Alors on va revenir un petit peu en arrière, mais donc tu nous parlais donc de Gaulle qui vient faire un peu le pan en Guinée et qui se prend un mur face du coup à Sékou Touré. Sékou Touré, il vient d'où du coup à la base? Comment est-ce qu'il est arrivé déjà à sa place? Sékou Touré, c'est un leader syndicaliste. Il a pas fait de grandes études. Il en veut d'ailleurs à tous ceux qui ont fait des études. Il va avoir une politique extrêmement féroce à l'égard des intellectuels, avec un soupçon anti-élitiste très très fort. Et lui, il vient de la lutte. Il vient de la lutte syndicale. C'est un syndicaliste des postes. Et il est aidé en cela avec plein d'autres personnes des années 50. C'est d'ailleurs pas le seul leader de l'époque, mais simplement ça va être un coup médiatique et politique pour lui, ce nom de 58, et c'est ça qui va l'amener au pouvoir avec ce vote en septembre et puis ensuite l'indépendance en octobre 58, et il va faire l'ensemble de sa carrière politique dans la mémoire de ce nom qui a eu tant d'impact à l'international. Et donc il va rester au pouvoir jusqu'à sa mort, donc de 1958 jusqu'à sa mort en 1984, à la tête du Parti démocratique de Guinée. Il va être le parti unique en Guinée. Et progressivement, le régime va se durcir, mais il va entretenir sa propre mémoire et la mémoire de ce nom anticolonial. Alors, tu disais que ça a eu un retentissement à l'international. Concrètement, à cette époque-là, dans les autres colonies françaises, ça a eu un impact direct? Ça a pu créer des tensions vraiment directes dans d'autres colonies? Oui, tout à fait. Alors, l'exemple parfait, c'est le Sénégal de Senghor. Les jeunes du PAI, ils auraient bien voulu voter non aussi. Et Mamadou Dia, qui est le premier, le second de Senghor, leur duo avait très très bien fonctionné. Lui aussi, il était fâché, il aurait voulu voter non. C'était un grand admirateur de Sékou. Donc il y a un duel comme ça entre Sékou Touré et Senghor qui va durer toute leur vie. Ils vont pas arrêter de se jeter des déclarations acides l'un envers l'autre. Et dans les jeunesses africaines de l'époque, il y a un grand pôle entre le francophile Senghor, qui mène une des plus brillantes universités de l'époque, l'université de Dakar, qui mène des relations extrêmement serrées avec son ami Pompidou, avec la France, qui est donc francophile, agrégé de grammaire française, promouvant la francophonie, et une option beaucoup plus radicale, anti-française, anti-impériale, anti-capitaliste aussi. Et donc ce grand choix va structurer les jeunesses de l'époque. Par exemple, quand on parle avec les jeunes de l'époque, qui sont maintenant des vieux monsieur, ils racontent comment à Dakar, ils étaient très énervés contre la politique de Senghor, et que la nuit, ils étaient branchés sur la voix de la révolution, c'est-à-dire la radio guinéenne, qui avait un émetteur hyper puissant. Et donc, pour se venger un peu de Senghor, ils écoutaient les discours à rallonge de Sékou Touré, qui duraient 2, 3, 4 heures, entrecoupés des groupes de musique guinéens qui étaient hyper célèbres. Le Bembeya Jazz National, le Tropical Joliba Jazz, chaque orchestre, chaque région avait un orchestre. Et les régions qui gagnaient le plus souvent des concours, ça devenait ils devenaient rémunérés par l'État, donc c'était des fonctionnaires qui étaient payés pour jouer et pour performer dans toute la sous-région. Et donc non seulement ils performaient sur les scènes partout en Afrique de l'Ouest, mais ils performaient les éloges de Sékou Touré, les éloges du Parti démocratique de Guinée, les éloges du socialisme, les éloges de l'Union africaine. Et ça, c'était tout à fait adulé dans les bars, les dancing, la nuit. Et surtout, cet immense émetteur de la voix de la Révolution, ça a eu un gros impact dans les capitales d'Afrique de l'Ouest. Dakar en particulier, mais on peut vous dire la même chose à Bamako. On voit un peu deux visions du monde qui s'affrontent, et j'ai envie de dire, ça tombe bien, c'est un peu la période de la guerre froide. Du coup, quel retentissement ça a dans ce contexte de guerre froide, justement? Où est-ce que se positionne la Guinée? Alors, Sékou est d'abord anti-français avant d'être dans un bloc. Alors, bien sûr, il va faire partie des non-alignés, bien sûr, il va être très ami de Tito, par exemple. On raconte que
on m'a attesté que la poésie de propagande guinéenne était traduite sous Tito. C'est un grand ami aussi personnel de Fidel Castro. Je le reprécise juste, Tito, c'est la Yougoslavie. Oui. Voilà, et donc Tito, on a fait un épisode sur lui justement sur YouTube que je vous invite à aller voir pour découvrir aussi la complexité géopolitique de l'époque dans ce coin-là du monde. Et c'est aussi, on voit beaucoup de venues de Fidel Castro. À Conakry, avec des envois croisés d'étudiants. Beaucoup d'étudiants vont se former donc en Yougoslavie, mais aussi en URSS. Néanmoins, Sékou Touré n'a jamais rompu les relations avec les États-Unis, contrairement avec d'autres pays socialistes. Donc il a toujours tenu un peu des relations diplomatiques et avec l'URSS et avec les États-Unis, tout en maintenant une distance très forte et frontale avec la France, qui est le grand ennemi diplomatique. Qui n'est pas un ennemi seulement fantasmatique. La France est partie de manière extrêmement violente en 58 et dès les premières années a mené une politique monétaire agressive à l'encontre du franc guinéen, parce que la Guinée est donc pas dans le franc CFA, elle a sa propre monnaie qui est le franc guinéen, et la France a tout fait pour déstabiliser le franc guinéen, avec des écoulements de fausses monnaies. Jean-Pierre Bas en parle dans son ouvrage sur le fonds Focard et sur les manœuvres de la France-Afrique et le grand temps des barbouzes. De Gaulle avait pour but de déstabiliser économiquement la Guinée, et c'est ce qu'il a fait dans les premières années. Donc c'était pas seulement la France n'a pas seulement été un ennemi rhétorique de Sékou Touré, ça a été un vrai ennemi économique dans les premières années. Mais l'objectif de Gaulle, c'était quoi? C'était d'essayer de récupérer derrière le territoire, ou c'était... Ah non, pas du tout. Il est parti extrêmement vexé et fâché, et donc C'est juste pas content quoi. Donc, c'est une politique de répression et de guerre monétaire et de guerre culturelle également. Et quand tu dis qu'ils sont partis violemment de Guinée, ils sont partis du jour au lendemain en emmenant toutes les archives et en empêchant des structurations. Une transition dans les écoles, dans la fonction publique, voilà. Mais non, il n'y a pas eu de mort de l'indépendance, ou alors des ponctuels dans des manifestations au cours des années 50. Mais non, ça n'a pas été une guerre de libération. Bon, alors tu nous dis que à ce moment-là, on a Sékou Touré qui met en place une politique culturelle assez folle pour promouvoir son modèle. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand Myriam Makeba et Stokely Carmichael arrivent en Guinée à ce moment-là, en fait? Ouais, tout à fait. C'est ça qui m'intéresse. C'est de parler de ce branchement qui a eu lieu entre cette politique d'authenticité qui est voulue par Sékou Touré, c'est-à-dire une promotion d'une fierté culturelle guinéenne contre la colonisation des imaginaires, la colonisation des corps, et l'idée de back to the roots, de retour aux racines, promue par le Black Panther Party et par Carmichael, de fierté de l'histoire noire. Carmichael dira par exemple, il faut reclaim our history, réclamer, se revendiquer de notre histoire, c'est-à-dire l'histoire africaine. Et donc là, il y a un branchement entre les deux hommes, et qui est un branchement idéologique, une immense entente intellectuelle et amicale aussi. Lorsqu'ils arrivent, ils sont pas du tout reçus, ils sont reçus mais ils sont reçus personnellement par André Touré et Sékou Touré, par le couple présidentiel. Ils sont logés et donc accueillis personnellement. Et ce pourquoi ils restent, qui fait aussi la différence avec d'autres retours africains-américains comme Cleaver par exemple. Cleaver lui aussi va promouvoir le retour en Afrique. Néanmoins, ça se passe pas du tout de la même manière. Cleaver, il va aller dans l'Algérie de Boumedienne, il va se faire presque virer parce qu'il prend position contre Boumedienne. Il ira au Congo et ça se passera très mal. Là, Carmichael, il reste 40 ans de sa vie. C'est la moitié de sa vie. Et parce qu'il s'entend très très bien, idéologiquement, il se moule. Si tu veux, dans cette idée d'authenticité qui lui convient parce que c'est déjà ce qu'il professait aux États-Unis. Quand tu nous racontes un petit peu tout à l'heure qui est
Carmichael et Myriam Makeba, et quand tu nous exposes un peu les pratiques de Sékou Touré à côté, le côté sombre de ces opérations, ils arrivent à matcher avec ça. Enfin, il n'y a pas une opposition qui se crée à un moment donné? Ouais, alors ça c'est la grande question que je veux pas poser comme ça dans le livre. Une question ce serait de dire est-ce qu'ils ont vu ou est-ce qu'ils ont pas vu. Alors ça me mettrait moi en tant que chercheuse en situation de dire moi je vois et eux ne voient pas. Ce qui m'intéresse de dire c'est pourquoi eux ils ont adhéré à ce régime corps et âme et jusqu'au bout. Ils vont être extrêmement reconnaissants à Sékou Touré de son combat politique. Il reprendra les mots de Malcolm X, il dira by all means necessary, par tous les moyens nécessaires. Il fallait faire advenir cette révolution socialiste, cette révolution culturelle, de désaliénation culturelle, de lutte anticoloniale, de lutte anti-impériale. Et en même temps, ces textes anti-impériaux et anticapitalistes, ils résonnent encore très fort aujourd'hui. Et ce que je veux montrer, c'est pourquoi quelqu'un qui a été tabassé 17 fois par la police trouve que Conakry c'est un havre de paix. Parce qu'ils ont réellement été dans un havre de paix et ils ont réellement cru aux utopies socialistes révolutionnaires que professait Sékou Touré. Et Myriam Makeba, pareil. Donc il s'agit d'essayer de comprendre en quoi ils ont été portés par ces utopies et en quoi elles étaient radicalement humanistes. Tout en étant pas naïve non plus sur les violences politiques qui avaient lieu à ce moment-là. Mais essayer de rendre corps à leur engagement, à leurs émotions militantes, dans une trajectoire qui était marquée par la grande violence, tant de l'Afrique du Sud que des États-Unis, que de la France. Et donc c'est ça que je veux raconter, à la fois les violences de la Guinée, bien sûr, mais en quoi le monde entier est traversé de violences par ailleurs et que eux préfèrent cette violence-là en quelque sorte aussi parce qu'elle les touche pas forcément de la même manière, mais qu'ils sont en fait dans un environnement qui est profondément violent pour eux par ailleurs. Alors au moment où ils déploient cette politique de l'authenticité et tu me dis que c'est le parti unique qui est à la tête du parti unique du pays. Ça veut dire aussi que dans cette pratique autoritaire du pouvoir, il dirige les organes de presse et autres? Oui, tout à fait. En France, il y a 1 ou 2 ans, il y a le Petit Barry qui est venu parler un peu en France. Petit Barry, c'était lui qui était à la tête du système de l'information sous Sékou Touré. Donc, il y avait un journal d'État qui est Oroya, il y avait La Voix de la Révolution qui est la radio, et puis donc lui, Petit Barry, qui petit déjeunait chaque matin avec Sékou Touré pour mener la politique médiatique du jour, et qui est arrêté et qui passe 7 ans de sa vie dans les camps de concentration guinéens. Et maintenant, il est à la tête des victimes du camp Boiro. Et on voit bien à quel point c'est compliqué de parler en termes de victimes, d'opposants ou pas, dans ces familles où tout le monde a été un peu collaborateur et victime. Et donc, lui, il raconte très très bien l'engouement pour Sékou Touré. Et par-delà la prison politique, l'utopie qui reste. Un peu ce que dit Alexievitch dans La fin de l'homme rouge. Oui, on a été fiers en fait d'être anticapitaliste et d'être soviétique. Et cette nostalgie-là, elle reste dans énormément de familles. Cette fierté de l'engagement politique, elle reste dans énormément de familles. Donc il y a le Parti démocratique de Guinée qui dirige l'ensemble de la vie politique et publique. Et à côté, il y a ce que fait Carmichael en reprenant l'œuvre de Kwame Nkrumah aux côtés de ce parti non étatique qui est le All African People Revolutionary Party. Et ça, on le voit dans les archives de Carmichael. Et donc je peux peut-être en dire 2 mots là. C'est un parti non étatique qui vise le panafricanisme en reprenant les grands textes du nkrumahisme et du touréisme. Donc ils disent comme Nkrumah, ils disent Sékou Touré. Et Carmichael, il va le reprendre à Conakry et il va faire ce qu'il sait faire, être un organisateur syndical, et il va exporter ce parti aux États-Unis, chez ses anciens amis, chez ses anciens réseaux. Et donc, c'est un parti qui va partir de Conakry pour devenir progressivement un parti des droits civiques états-unien. Et donc, c'est marrant comme archive, parce que c'est une archive à Conakry qui permet de raconter la circulation transatlantique un peu inverse. On a tendance à lire l'histoire depuis les anciens pôles impériaux, Paris, New York, vers les anciennes colonies. Ici, c'est l'inverse. C'est un parti qui est créé par un Ghanéen à Conakry,
Conakry, repris par un Trinidado-états-unien à Conakry, qui va infuser vers les mouvements des droits civiques états-uniens. Et donc, c'est un parti qui va se vider progressivement de sa substance africaine. C'est ça qu'on voit en tout cas dans les mémorandums, dans les archives. Mais il y aura toujours un projet guinéen. Le projet guinéen, c'est la présence seulement de Carmichael. Hein. Donc, ça devient progressivement un peu une coquille vide en Afrique. Mais c'est un mouvement qui va structurer et prendre un peu, pas la suite du Black Panther Party, mais une des suites de ces mouvements des droits civiques dans le courant des années 70 et des années 80. Et donc, Carmichael va progressivement, déjà, il va changer de nom. En Afrique, il va s'appeler Kwame Touré, du nom de Kwame Nkrumah et de Sékou Touré, les grands leaders qu'il vénère, hein, qu'il adore. Et donc ses fils s'appellent aujourd'hui Touré, hein, Bokar Biro Touré. Il a repris le nom Touré. Et au nom de Kwame Touré, il va faire des grandes conférences partout aux États-Unis pour professer la révolution depuis les partis africains, depuis les textes africain contemporain de la Révolution. Et notamment, c'est un des introducteurs aux États-Unis des textes de Sékou Touré. C'est des textes qui circulaient auparavant en français. Il va tout faire pour les faire traduire en anglais. Si ce n'est lui-même, du moins, il va être une aide dans les circulations auprès des éditeurs pour qu'il y ait une circulation anglophone des textes de Sékou Touré. Si bien qu'aujourd'hui, aux États-Unis, dans les mouvements des droits civiques actuels, les mouvements antiracistes, il est très difficile de parler de la répression politique sous Sékou Touré, tant il jouit d'une aura sur le même plan que Thomas Sankara, Frantz Fanon ou Kwame Nkrumah. Et donc les morts politiques en Guinée sont un sujet qui est presque impossible à aborder, tant Carmichael a été une cheville ouvrière et invisible, néanmoins très présente, de la circulation de ces textes anticoloniaux via le AAPRP, le All African People Revolutionary Party, et commence à infuser dans toutes les conférences qu'il a pu donner dans les facs. C'est étonnant du coup cette opposition, enfin ce double visage d'à la fois d'un message très positif et en même temps des tabous qu'il peut y avoir derrière, quoi. C'est fou. Petite question, tiens, du coup, Carmichael, il a appris le français ou du coup il parlait seulement anglais avec Sékou Touré? Alors Miriam Makeba, elle était une déesse des langues, donc elle a un peu appris non seulement le français, mais un petit peu le soussou et un petit peu le pulaar, parce qu'elle avait une résidence secondaire dans le Fouta Djallon, donc elle a un peu appris le peul, enfin le pulaar. Carmichael, c'est plus compliqué, donc il parlait un peu français, mais il a longtemps, il a quand même tous ces discours qu'il a donnés même à Conakry, ils étaient en anglais. Et du coup, pendant tout ce temps où ils sont restés sur le territoire guinéen, donc Carmichael, lui, il faisait des allers-retours en fait avec les États-Unis pour distribuer la bonne parole, quoi. Oui, tout à fait. Et du même côté, Makeba, elle a chanté pour le régime, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait, et c'est pas du tout un pan anecdotique de sa carrière. Dans le livre, je mets en annexe tout ce qu'elle a enregistré pour le label d'État guinéen, Siliphone. Sili, ça veut dire éléphant en sous-sous. Donc, il y avait Sili Cinéma pour le cinéma, Siliphone pour les vinyles. Donc, elle a enregistré énormément de titres dans toutes les langues de Guinée. Elle a adopté plusieurs dans sa troupe, enfin elle a engagé des musiciens guinéens parce elle est tombée amoureuse de ce patrimoine musical et elle se coule dans ce moule musical mandingue majoritairement, mais pas que promeut Sékou Touré dans cette authenticité musicale, hein. Et elle chante énormément pour le régime. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, un hôte de marque qui vient, elle chante au Palais du Peuple en son honneur. Donc elle fait partie un peu de l'apparat diplomatique guinéen standard. Et par ailleurs, elle continue ses tournées internationales et elle circule presque. Elle continue d'avoir un rôle de vedette internationale. Elle chante pour le régime. Elle chante les gloires de Sékou Touré, par exemple. Vous pouvez retrouver sur YouTube Touré Barika, par exemple. Vous pouvez retrouver sur YouTube Maobé Guinée, qui sont des chants à la gloire du Parti démocratique de Guinée et de l'Union africaine, et parfois même de Sékou Touré lui-même, personnellement. Donc c'est des chansons bien plus politiques que Pata Pata, vous comprenez bien. Et donc voilà, ils ont leur base arrière en Guinée, mais ils continuent d'avoir une carrière internationale. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils n'ont pas été touchés par la répression politique, même s'ils l'ont vu.
Ouais, en fait, eux, ils servent vraiment de modèle d'exportation, quoi. Alors, c'est l'icône totale du régime, Myriam Makeba. Clairement, quand on regarde le journal d'État, Oroya, et la version un peu Paris Match, Oroya Magazine, la version sur papier glacé où il y a énormément de photos, on voit des photos d'elle partout. Il y a une médaille commémorative à la gloire de Myriam Makeba. On voit notamment, ça c'est symbolique, elle reçoit la médaille du travail des mains même de Sékou Touré, parce qu'elle n'est pas payée. Pour ça, c'est son travail, elle le dit, c'est mon travail au nom de la révolution, de chanter pour Sékou Touré. Donc quand elle performe au nom de la Guinée, c'est son travail. Et donc Sékou Touré la reconnaît en tant que telle. Donc en pleine page comme ça, on voit une embrassade entre Sékou Touré et Myriam Makeba, et qui reçoit la médaille du travail. Et c'est très très symbolique de son engagement politique. Donc voilà, c'est bien au-delà de ce patapata qui a été un tube planétaire et qui en même temps raconte rien de son engagement politique et raconte rien de la manière dont elle a passé plusieurs années de sa vie en Guinée et dans cette résidence du Fouta Djallon à défendre le panafricanisme. Et alors tout ça, c'est dans une convergence vraiment idéologique ou tu penses qu'il y avait aussi des vraies relations amicales entre ce que tu disais que par exemple que Carmichael avait des relations amicales avec Sékou Touré. Est-ce que Myriam Makeba avait aussi des relations amicales avec Sékou Touré, ou est-ce que même les deux, que ce soit Carmichael ou Sékou Touré ou Myriam Makeba, étaient dans une position d'admiration qui fait qu'il y avait quand même une dissymétrie, tu vois, dans les rapports? Ah non, pas du tout. Ils étaient très très amis, avec André Touré notamment, la femme de Sékou Touré. Non, et puis il y a certaines vidéos, on les voit aussi. Ils recevaient aussi les Cabral, les couples de la Guinée-Bissau. Donc non, c'était une sociabilité artistique et politique sur un pied d'égalité, d'immense respect et aussi de grande amitié réelle. Et dans ses textes, Myriam Makeba, dans son autobiographie, elle dira qu'elle gardera toujours un souvenir ému de Sékou Touré, quoi. Jamais elle dira un mot plus haut que l'autre contre lui. En revanche, et ça me semble vraiment intéressant, ce qu'il y a eu, c'est en plus de cette amitié, un énorme branchement intellectuel entre les politiques nationales guinéennes, dites de l'authenticité, qui vont ensuite inspirer Mobutu, par exemple. Et c'est Sékou Touré qui l'invente au départ, pour la musique, après pour la culture et après pour tous les pans de la société. Et ce que défend Carmichael avant son arrivée, de fierté des origines, de fierté des mouvements noirs, qui vient de la Harlem Renaissance, le New Negro, être fier de porter une histoire noire, mais qui se fait aussi dans les années 60. Et c'est cette conjonction-là qui est intéressante et qui fait qu'il reste. C'est que contrairement à Cleaver, qui s'intéresse pas en fait aux cultures, quand il fait ce retour en Afrique, c'est une Afrique réelle, une Afrique fantasmée. C'est sans doute aussi potentiellement une Afrique fantasmée chez Carmichael, mais néanmoins il y a une conjonction idéologique sur l'étude de l'histoire et l'intérêt immense pour les sociétés là où il arrive. Et c'est le cas en Guinée qui se matérialise par une amitié intellectuelle, mais c'est bien plus que ça. C'est une convergence idéologique entre deux mouvements très différents, mais qui à un moment entrent en jonction. Je me permets une question vraiment hors de ce qu'on a pu évoquer durant les pré-entretiens. Tu me dis si t'es pas à l'aise avec ça, voilà, mais moi je me suis un peu intéressé aussi au mouvement dit afrocentriste. Du coup, en fait, c'est directement issu de tout ça aussi, en fait. En fait, il y a des branchements. Et effectivement, les mouvements afrocentristes prônent aussi un retour à l'Afrique, qui est une Afrique, et donc il y a toute une partie de ma conclusion qui s'appelle Afrique réelle, Afrique fantasmée, et ça explique des divergences entre Cleaver et Carmichael, et certains ne restent pas. Il y a plein de mouvements de retour américains en Éthiopie par exemple où ça tourne court, ça se passe pas bien du tout. Là, ce qui me semble intéressant avec ces archives des années 70, c'est de retourner à un panafricanisme de combat qui est différent de ce que l'afrocentrisme aujourd'hui
peut être sur certains réseaux sociaux hyper violents. Je sais pas si c'est à ça dont tu fais référence. C'est violent, c'est complotiste, c'est voilà. ce que tu veux. Ouais. Avec la figure de Cher Anta Diop, qui est parfois hyper fantasmée, ou un retour à une Égypte un peu mythique. C'est à ça dont tu parles. Et souvent, c'est des icônes qui sont reprises. Et donc, par exemple, Fanon ou Carmichael, qui sont repris un peu en bloc, sans rentrer dans l'ambivalence de tout leur fonctionnement politique. Et il me semble que les archives privées, retourner aux archives privées, de ce qu'ont pensé les gens, de ce qu'ils ont dit dans leurs émotions politiques de l'instant, ça permet de sortir d'une sanctification, tu vois, de ces personnages-là. Il faut désanctifier Sankara. Sans doute que les mouvements militants en ont besoin dans l'acquisition des droits civiques, mais en tant qu'historienne, on doit aussi revenir à ces archives pour raconter l'ambivalence de ces époques-là. Et en Guinée, par exemple, c'est très étrange de tenir un propos sur l'époque, parce qu'on est soit pro ou anti Sékou Touré. Or, on peut pas raconter l'histoire comme ça. Et ce que permettent de raconter les archives privées, c'est des archives qui sont incompossibles entre elles. Elles peuvent pas dialoguer entre elles, en fait. Il y a des archives de la répression politique, il y a des archives des utopies sociales et culturelles qui l'apportaient. Et ce qu'il faut pouvoir dire, c'est les émotions politiques de ces personnes-là de manière concomitante. Parce que les gens ont vécu au même moment et ils ont pensé ces émotions-là au même moment. Donc il faut pouvoir raconter ces combats de front. Et ça, c'est pas compatible avec les mouvements infocentristes aujourd'hui qui ont besoin de combats politiques contre des sociétés européennes qui sont encore racistes et qui sont encore portées par une colonialité persistante. Et donc, ils en ont besoin dans des combats coloniaux qui nous concernent encore aujourd'hui. Néanmoins, notre rôle social en tant qu'historien, c'est aussi de revenir à ces archives pour raconter toutes leurs espoirs et leurs faces sombres dans le même temps. Je sais pas si je réponds à ta question. Si, complètement. Je te remercie pour cette digression. Alors on le voit, Myriam Makeba et Stokely Carmichael, ils sont, c'est des personnalités très importantes dans cette émancipation de la Guinée et dans le partage de ce modèle idéal, de cette utopie. On a l'impression qu'ensemble ils sont indestructibles et pourtant ils vont divorcer. Ouais, ils divorcent 10 ans après leur arrivée. Carmichael va se remarier avec Mariatou Barry, qui est la mère de ses enfants, et de Bokar Biro Touré. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'ils continuent de fonctionner comme couple militant. D'abord, ils restent très amis. Bokar Biro, il parle de Tanti Myriam. Enfin, voilà, il va aller passer ses vacances dans la maison de campagne de Myriam Makeba, dans le Fouta Djallon, qui est une très, très jolie maison. Et donc, ils restent très, très proches. Et ils restent très proches amicalement, mais ils restent également très proches dans leurs idéaux politiques. Et donc, ils ont une manière d'entrecroiser leur militantisme qui va perdurer par-delà leur rupture amoureuse. Donc, c'est pour ça que je parle de couple militant. Donc c'est un couple amoureux un temps, mais c'est aussi et surtout par-delà leur rupture amoureuse un couple militant. Alors tout à l'heure tu nous as dit que Sékou Touré décède en 84. À ce moment-là, il est toujours à la tête de la Guinée ? Oui, absolument. Il est toujours à la tête de la Guinée et voilà, c'est une rupture majeure. Myriam Makeba a effondré à la mort de Sékou Touré et elle est d'autant plus effondrée que la police fait irruption chez elle pour chercher elle est persuadée, la police guinéenne, qu'il y a des membres du gouvernement de Sékou Touré qui sont chez elle. C'est dire à quel point elle était liée dans l'esprit de l'époque à la figure du leader guinéen. Et donc là, elle décide de partir parce qu'elle a trop peur en fait. Au moment où Sékou décède et où il y a un renversement de régime dans le même temps. Parce que il meurt, puis il y a un renversement de régime, c'est ça ? Il meurt pas, enfin il se fait pas dégager. Non, il meurt dans un hôpital américain à Cleveland, aux États-Unis. Il meurt 2 jours après être arrivé sur le sol états-unien. Et donc là, elle part et en fait, elle va tourner un peu en France, un peu en Europe. Et puis, en 1990, 6 ans après, elle peut rentrer chez elle en Afrique du Sud. Il y a cette immense amitié qui la lie aussi avec Mandela. Et après, elle va continuer à chanter. Et elle décède en 2008 en Italie, dans un concert de soutien au romancier Roberto Saviano et sans doute aussi au même moment en Italie, il y a des migrants africains, travailleurs dans des chantiers qui se font assassiner. Donc elle est dans ce mouvement-là de soutien
en 2008. Et de son côté, Carmichael, il a une trajectoire toujours liée. Donc lui, il quitte pas. Il est inquiété aussi par la police politique, mais il décide de rester. Excuse-moi, juste pour bien comprendre le contexte, parce que là, en 84, du coup, Sékou Touré meurt, mais qu'est-ce qui va leur faire peur à eux? Enfin, c'est quoi le changement de régime? Il se passe quoi? Le colonel Lansana Conté qui prend le pouvoir. Qui a un pouvoir tout aussi autoritaire. Et Makeba a peur de se faire inquiéter, donc elle part. Carmichael, en revanche, il a sa famille. Il est marié à Toubari, il a ses enfants, donc il décide de rester. Et donc là, Carmichael, il reste un peu en sous-marin pendant plusieurs années. Et en 92, le parti démocratique de Guinée est interdit sous Lansana. Parce qu'on est vraiment sur des opposants à Sékou Touré. Ouais. Ouais. D'accord. Donc là, en fait, on est, et même dans la vision idéologique, on reste quand même dans quelque chose d'anticapitaliste ou d'anti-français. Non, pas du tout. Okay. C'est fini. Il y a une réouverture du pays, et donc ça, effectivement, c'est fini. Et d'où la crainte Ok. Ouais. Et là, donc il est un peu en sous-marin pendant plusieurs années, et dès que le Parti démocratique de Guinée est de nouveau réautorisé, qui est-ce qu'on trouve dans le comité central? Carmichael, qui reprend les idéaux de Sékou Touré dès que le PDG est de nouveau rendu légal. Donc en fait, il est un des continuateurs les plus zélés de l'œuvre de Sékou Touré. Il va signer des discours en anglais en Guinée pour le PDG, et il signe avec les slogans révolutionnaires de l'époque, prêt pour la révolution par exemple, qui va reprendre jusque dans les années 90. C'est complètement passé de mode à l'époque. Là aujourd'hui, en Guinée, ça fait 3 ans que le colonel Doumbouya a mené un coup d'État. C'est un ancien légionnaire français qui est au pouvoir aujourd'hui en Guinée. Un de ses premiers gestes politiques, c'est renommer l'aéroport Ahmed Sékou Touré. Donc aujourd'hui, il y a un retour en grâce de Sékou Touré, mais à l'époque, dans les années 90, c'est tout à fait passé de mode, le PDG. Et donc c'est très fort de la part de Carmichael de continuer à promouvoir les idéaux de Sékou Touré dans ces années-là. Et il décède en 1998. Et on a des archives qui nous montrent un peu son état d'esprit ou pas. Il est plutôt toujours dans une attitude combattante, où on sent qu'il a une déception quand même vis-à-vis de ce que devient la Guinée? De ce que devient la Guinée, c'est autre chose. Déception des idéaux politiques de Sékou Touré, jamais. Il est ancien Black Panther, ancien militant des droits civiques américains, ancien All African People Revolutionary Party et fier militant du Parti démocratique de Guinée dans les années 90. Donc non, ça, droit dans ses bottes, notamment sur les manipulations françaises et sur une dénonciation de la France-Afrique qui est vraiment intéressante à relire aujourd'hui, et une dénonciation du capitalisme rampant et des grandes entreprises néocoloniales Bolloré a une implantation dans le port autonome de Conakry, ça a un impact tous les jours dans la vie des Guinéens. Les mines en Guinée qui sont en ce moment exploitées dans un combat entre les Russes, les Chinois, les Français et l'Australie, c'est ce genre de choses qu'il dénonçait. Oui, donc ça reste très très contemporain. Oui. On comprend pourquoi ça a de nouveau le vent en poupe. Ouais, et en partie, je pense qu'il faut penser avec ces utopies révolutionnaires pour donner sens à certains discours afrocentristes. Parce que sinon, les universitaires ont beau jeu de dénoncer tout cela d'un revers de main sans comprendre pourquoi c'est vraiment intéressant. Et pourquoi ils se fondent sur des textes qui sont en partie réels, palpables, avec une énergie contemporaine. Et dire Carmichael, il a été aveuglé, il a pas vu les morts politiques en Guinée, ça permet pas de régler la question. Ça permet pas de régler l'énorme intensité de ces textes encore aujourd'hui. Oui, ce qu'on disait nous sur YouTube, en fait, on parlait notamment d'afrocentrisme à travers les propos de Maître Gims sur les pyramides, où nous, j'avais trouvé qu'il y avait une grande partie des médias français qui avaient été très condescendants vis-à-vis de ça, et que c'est une chose de se moquer d'un fait en disant il faut quand même être un peu con pour penser ça, mais qu'il y avait très peu de médias finalement qui s'étaient posé la question du ok, il dit des conneries, mais pourquoi il les dit?
et d'où ça vient, et cette origine de ces propos-là, alors pourquoi ils peuvent être problématiques ou pas, mais est-ce que les revendications sont pas légitimes à un moment donné, même si du coup les moyens sont peut-être pas les bons, et c'était les questions qu'on se posait dans cet épisode, que vous pouvez retrouver d'ailleurs hein, sur YouTube. Vous tapez Maître Gims Nota Bene, vous allez le trouver, et je pense que ça vaut le coup de prendre un petit peu de recul sur tout ça, parce que une lutte, une utopie ne peut pas être parfaite au final. On le voit ici, il y a des idées, il y a l'application. Tout ça est nuancé, c'est compliqué de s'y retrouver et d'avoir un discours apaisé parfois, comme tu le dis ici en Guinée, où on est soit pro soit anti, et c'est compliqué d'être dans une forme de nuance en fait. Tout à fait, et c'est pour ça que donc les familles sont divisées parce qu'il y a eu des opposants et des collaborateurs dans toutes les familles, et les trajectoires elles-mêmes. On peut trouver des gens qui ont adhéré au régime, qui ensuite ont été des prisonniers politiques et qui continuent par-delà la prison politique de croire au nom de 1958 et de croire à l'anticolonialisme de ces années-là, et ce qu'ils voient dans une politique france-africaine qui n'en finit pas de mourir leur donne raison en grande partie. Donc ils sont confortés, si tu veux, par le contemporain des relations france-africaines dans leurs idéaux de 58, par-delà la prison politique. Donc ce que les archives privées permettent de raconter, et c'est aussi ces ambivalences-là, parfois même à l'échelle même d'une trajectoire. Donc te dire à l'échelle d'un pays, tu vois comment les mémoires sont fracturées. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans ce couple-là, c'est que ça permet de redéfinir ces histoires globales des années 70, et c'est de dire qu'on peut faire l'histoire globale à partir d'un lieu de Conakry, si on le prend au sérieux. Et donc prendre au sérieux l'énergie d'un lieu, c'est son énergie révolutionnaire, c'est la force de toutes ces archives, et comment ces archives d'un seul lieu permettent d'étoiler et de re-raconter en écho, en retour, Johannesburg, Harlem, Paris, l'URSS, Tito, et que tout Fidel Castro, qui adore écouter la chanson révolutionnaire guinéenne, et de dire que on peut décentrer aussi l'historiographie à partir d'archives privées d'un lieu, si on prend tout à fait au sérieux les énergies, les émotions politiques complexes à partir d'un réseau de corpus d'archives privées, de ce que racontent les gens. Oui, c'est étonnant de voir à quel point finalement, parce que Conakry, hein, vraiment, regardez sur une carte, allez sur Google et tapez Conakry juste pour voir l'emplacement de Conakry. C'est à l'ouest, mais pire qu'à l'ouest, c'est limite une petite bande de terre qui sort au plein milieu de la mer, et ça peut sembler en périphérie, alors qu'en fait c'est avec le genre de boulot que tu fais, ça devient central, ça devient une place centrale en fait. Ouais, c'est pour moi, ce que je veux raconter, c'est prendre au sérieux un engagement militant. De fait, ça te permet forcément de faire de l'histoire globale. Donc, l'histoire connectée, c'est connecter les espaces entre eux. Mais là, ce que je propose, il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Stephanie Newell qui parle de local literary creativity, dans comment le local, l'énergie locale littéraire, mais en fait peu importe, la créativité locale d'un lieu permet de réagencer des imaginaires globaux. Et donc là, c'est cette idée de dire Conakry, pas une marge du monde. En fait, il y a Amilcar Cabral, il y a les luttes du PAIGC qui se jouent à Conakry, il y a Frantz Fanon qui vient observer, voir la politique de désaliénation culturelle, de désaliénation linguistique, qui va être un moteur, un ferment pour son engagement auprès du FLN. Il y a une lutte anticoloniale contre De Gaulle qui se joue vraiment là, dans les ferments de ce que va être la France-Afrique, qui se joue en 58. Il y a des alliances entre Tito et Fidel Castro. On y croise Marie Scondé, on y croise Sam Ben Ousmane, on y croise un des premiers manuels décolonisés de l'histoire, et on y croise un des ferments de l'afrocentrisme et du panafricanisme. Et ça, c'est de dire que il n'existe pas de périphérie du monde. Quand on regarde singulièrement l'énergie d'un lieu, on permet de faire étoiler en retour des discours en montrant les ambivalences de ces utopies qu'on doit comprendre dans les violences de l'époque, y compris de la violence française, surtout de la violence française. Sur place là-bas, tu nous l'as dit, la situation elle a un peu évolué depuis 3 ans. On a des gens qui reprennent, on va dire qui sont les successeurs de Myriam Makeba et Stokely Carmichael. Oui, alors sous le Doumbouya, Ahmed Sékou Touré est de nouveau à l'honneur.
et sans doute de manière un peu simpliste, voilà, me semble-t-il. Par exemple, les 27 tomes des œuvres de Sékou Touré sont réimprimés à l'Harmattan Guinée, sans aucune note de bas de page. Donc ça, j'étais pas très contente. Qu'on réédite Sékou Touré, très bien, mais qui a un appareil historique, au moins une préface, au moins des notes. Voilà. Alors ensuite, sur l'héritage de Sékou Touré et Carmichael, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. On l'enseigne pas dans les manuels scolaires. Les gens à Conakry, quand tu interroges dans la rue, les gens ne le connaissent pas. Bokar Birou fait un immense travail. Il a monté une expo en 2018 qui a tourné à la fac à Somphonia. Donc il essaye de faire des choses. Régulièrement, il y a un article dans la presse de Guinée disant la maison de Myriam Makeba dans le Fouta Djallon tombe en ruine, il faudrait faire quelque chose. Il faudrait en faire un monument touristique. Voilà, mais dans les faits, c'est des articles de déploration qui font rien. Par ailleurs, il n'y a pas de réhabilitation de la maison de Myriam Makeba. Donc voilà, il n'y a pas de mémoire. Enfin, en tout cas, c'est des traces très très parcellaires, hormis ces archives qui racontent un pan de l'histoire globale. Ouais, c'est étonnant ça de la part du nouveau gouvernement en place, parce que ce serait moi, je me servirais de figures historiques, tu vois, qui ont eu quand même une importance pour Nota bene à la tête de Conakry. Fais attention, hein. Pour asseoir ma légitimité, tu vois, voilà. Ouais. Et oui, c'est vrai, c'est étonnant. Il faudrait qu'ils nous écoutent. Je pense qu'il y a des Guinéens qui nous écoutent. Oui, en effet, moi je pense que ces lieux sont pas du tout assez valorisés. Ça c'est un fait. Voilà. Après, qui sont les continuateurs aujourd'hui? C'est un peu une autre question. Aujourd'hui, ceux qui ont la scène musicale en poupe, c'est les rappeurs et les slammeurs, et c'est eux qui tiennent le discours politique aujourd'hui. Voilà. Donc c'est pas Makeba. L'héritage de Makeba, en tout cas musical, elle vit pas en Guinée. En revanche, il y a des nouvelles plumes qui sont très 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 intéressantes à suivre. Et voilà, donc c'est le slam aujourd'hui. T'as des noms ou pas pour ceux qui nous suivent? Non, là tout de suite, il faut que je te retrouve ça. Non, j'avais pas pensé. Désolé, je te prends. J'avais pas pensé de te faire une playlist, mais je pourrais donner des conseils musicaux, ouais, ultérieurement. Ouais. Dans ton livre, tu compares quand même le parcours de Carmichael à d'autres membres du Black Panther Party. Ouais, alors j'en ai touché un peu de mots au fil de notre discussion, mais peut-être parler plus spécifiquement d'Eldridge Cleaver. C'est quelqu'un de vraiment intéressant. C'est un Black Panther notoirement rendu paranoïaque par l'opération Cointel-Pro, notoirement violent. Et là, il y a une chercheuse incroyable qui s'appelle Sarah Filaba-Cabadio, qui a travaillé sur lui, qui a écrit des articles sur lui et qui raconte les 2 ans qu'il a passé en Algérie et à quel point c'était tissé de tribunes absolument assassines dans la presse en Algérie, et que il intervient un peu trop brutalement en fait dans la politique intérieure, et Boumedienne finit par lui dire de faire profil bas, ça suffit en fait, t'es un exilé politique. Et donc en 71, il part d'Alger et il se rend à Brazzaville. Et là, même jeu, il ne voit pas, en fait, il ne comprend pas ce qui se joue sous ses yeux, et le dialogue en fait avec les militants congolais est hyper tendu. Et pour lui, il voit le Congo comme une métonymie de l'Afrique tout entière, ce qui est un certain discours afrocentriste aussi mené depuis les États-Unis. Et en fait, il reste 3 semaines et il s'en va. Donc ce Back to the Roots, en fait, c'est 2 ans où ça se passe hyper mal en Algérie et 3 semaines au Congo. Alors que comparé aux 40 ans de Carmichael et de l'intente intellectuelle extraordinaire qu'il y a eu avec Sékou Touré, on voit bien le gap qu'il y a entre ces 2 personnalités. Et ces 2 manières de créer ce retour en Afrique, de le vivre et de l'expérimenter, qui sont quand même radicalement différentes. Ouais, il était un peu trop bourrin. Ouais. Voilà, on a résumé le truc. Est-ce que tu aurais des références bibliographiques ou autres à conseiller à toutes les personnes qui nous écoutent pour en savoir un peu plus sur ces sujets qui sont nombreux, hein, parce que là on a abordé à la fois la décolonisation, Myriam Makeba et Stokely Carmichael, on a abordé l'histoire de la Guinée, on a abordé beaucoup de choses.
Ouais, alors il y a sur le panafricanisme, il y a le bouquin de Hamza Boukari qui fait un travail merveilleux sur le panafricanisme. Et si vous voulez lire les textes vraiment de Carmichael, il y a Black Power de Carmichael et de Hamilton. Alors là, malheureusement, c'est un sacré budget en français, mais en anglais on peut le trouver. Et puis sinon, ils ont fait des entretiens de leur vie. Donc Carmichael, donc ça c'est en anglais. Il a fait paraître un bouquin qui s'appelle Stokely Speaks, Stokely parle, où là c'est un long récit autobiographique. Et la même chose pour Miriam Makeba, avec un gars qui s'appelle James Hall. C'est un bouquin qui s'appelle Makeba My Story. Assez clairement. Et ça c'est pareil, c'est un récit de sa vie. Et elle raconte elle raconte sa trajectoire intime en fait avec ses couteaux. Enfin ça. En tout cas, très tissé d'émotions, très très proche, quoi. Tu as peut-être des docus à nous conseiller, des choses comme ça. Il y a eu des docus là-dessus, sur ces sujets? Des documentaires sur la vie de Miriam Makeba, oui, il y en a eu. Il me semble qu'il y en a un encore disponible sur Arte en VOD. Faudrait que je te retrouve ça. En revanche, sur Carmichael et sur sa trajectoire en Guinée, il y a eu une thèse, mais qui s'appelle Becoming Kwame Touré, devenir Kwame Touré. Donc, comment on revient en Afrique, Boniface Adjali. Mais à mon connaissance, elle n'a pas été publiée. Et non, effectivement, c'est un pan de leur vie dans l'historiographie. Notamment américaine, ils sont fascinés par les années 60. Et notamment une très belle biographie par ailleurs de Carmichael, c'est en 12 chapitres, je crois, et en fait, il y a un seul chapitre sur les 40 ans. Au fait, il est parti en Guinée, quoi. Et en fait, c'est les marches des droits civiques qui intéressent les Américains. Enfin, l'historiographie états-unienne. Or là, moi, je prends comme point de départ après. Écoute, en tout cas, là, donc tout ce dont on vient de parler, ça fait partie d'un travail donc bien plus large. Hein. Parle-nous un peu de ton actu. Ouais, alors ça deviendra un livre chez CNRS Éditions en septembre sur cette histoire globale de Sékou Touré, des artistes de la Révolution culturelle, qui verra un peu l'endroit et l'envers du décor. Donc ça, ce sera un plus gros ouvrage en septembre chez CNRS Éditions. Et sinon, mardi, là, tout de suite à la régulière rue Mira à Paris, je présenterai l'ouvrage Un couple panafricain. Et sinon, je serai le 11 juin au Théâtre de la Concorde. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Je vais raconter cette histoire avec le romancier incroyable Armand Gauze. Moi, je vais faire la narration. Et lui va raconter toutes les voix. Il va performer, réoraliser tous les extraits que je cite dans le bouquin. Donc, il va faire la voix de Sékou Touré. Il va faire la voix de Marie Scandé. Il le fait très bien. Il va faire Carmichael, bien sûr. On va relire des extraits de ses textes. Et de Miriam Makeba, de Kwame Nkrumah. Et on va passer des vinyles de l'époque et de Harry Belafonte, bien sûr, c'est merveilleux, et certaines chansons de Makeba qu'elle a enregistrées à Conakry dans le label Silyphone. Donc c'est une conférence performée au Théâtre de la Concorde. Eh ben trop bien, en tout cas pour tous ceux qui nous écoutent, hein, vous pouvez retrouver dans la description la liste de tout ce qui a été conseillé par Elara, les liens qui ramènent à ton actu, à tes bouquins, bien évidemment. Peut-être, si je reçois le mail, la playlist. Ouais, je te ferai ça. Mais en tout cas, je te remercie vraiment pour ce temps que tu nous as accordé. C'est important, je pense, de parler de ces sujets-là qui sont assez méconnus encore. Merci beaucoup à toi. Merci Louis également pour la préparation de cette émission. Comme d'hab, super boulot de la part de Louis. Et on se retrouve très bientôt sur Twitch pour de nouvelles émissions. Salut.